Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne prétend incarner la discipline, la force et la pureté raciale, une toute autre réalité, méconnue, s'installe dans les coulisses du Reich. Une réalité faite de pilules, d'injections, de poudre blanche et de seringues injectées même au sommet de l'Empire. À Berlin, des pharmaciens distribuent des cachets miracles qui redonnent le sourire aux mères de famille. À l'est, comme à l'ouest, des soldats traversent les frontières sans dormir depuis 3 jours. Théodore Morel, le médecin personnel d'Hitler, lui injecte quotidiennement des seringues et se fait appeler par la haute sphère nazie der Reichsspritzenmeister, le maître seringuier du Reich. Ce que je vais vous raconter n'est pas une anecdote historique ou un fait isolé. Norman Ohler, journaliste reconnu ayant travaillé sur la question, le dit ainsi. Le national-socialisme a été exploré de long en large, et pourtant, dit-il, nous ne savons pas tout. Quelque chose échappera toujours à la compréhension si l'on ne saisit pas le rôle qu'ont joué les drogues sous le Troisième Reich et si l'on n'étudie pas les états de conscience de cette époque à la lumière des stupéfiants. Et ce que j'ai découvert, en effet, est édifiant. Bienvenue dans l'heure de l'histoire. Nous sommes mercredi, je suis Simon Le Gallio, et aujourd'hui, nous allons déterrer ensemble comment, de l'Allemagne des années 30 jusqu'aux ruines fumantes de Berlin, les drogues ont infusé toute la machine nazie. Les ménagères, les pilotes, les soldats, les commandants et, surtout, le Führer lui-même. Mais alors, quel type de drogue était consommé? Quels étaient leurs effets? Comment étaient-elles testées? Quel impact ces drogues ont-elles eu sur le cours de la guerre? Et, surtout, que consommait Hitler? Et qu'y avait-il dans la seringue que lui injectait chaque jour son médecin le plus proche? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Pour comprendre totalement notre histoire, il faut se plonger dans la société allemande des années 20. Nous voilà à Berlin, en 1924. Sur la scène d'un cabaret enfumé, une silhouette longiligne se déhanche en rythme sous les regards fascinés d'un public cosmopolite. Sur scène, la danseuse Anita Berber, muse décadente des années Weimar, s'exhibe nue, recouverte seulement d'un voile rouge. Le public ne regarde qu'elle. Elle est belle, brillante et défoncée à la cocaïne. Nous sommes dans la République de Weimar, et c'est une Allemagne sous amphétamine, littéralement. Après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, une large partie de la population, notamment les vétérans, est sous morphine, héroïne, cocaïne ou barbiturique. Les pharmacies vendent encore des dérivés d'opium sans ordonnance. Les médecins, débordés par les traumatismes de guerre, prescrivent à tour de bras. Et les soldats revenus du front, mutilés, insomniaques, hantés par les obus, trouvent dans les seringues une béquille psychique que personne ne leur reproche. La consommation de drogue, en effet, n'est pas perçue encore comme un vice, mais comme un traitement, un prolongement médical du champ de bataille. Et l'addiction est vue comme une maladie curable, pas encore comme un crime. Alors les entreprises pharmaceutiques allemandes règnent en maître sur le marché mondial de la drogue. En 1897, le chimiste Felix Hoffmann, des laboratoires Bayer, découvre en l'espace de quelques semaines l'aspirine et la diacétylmorphine, un dérivé de la morphine que le laboratoire commercialise ensuite sous le nom d'héroïne, et qu'il vend en tant que remède contre les maux de tête, les malaises, voire en sirop pour la toux pour les enfants. Est-ce que vous êtes bien assis? Parce que les chiffres sont hallucinants. Vers 1930, 80% de la cocaïne consommée sur la planète est d'origine allemande et vient de 3 laboratoires, Merck, Boehringer et Knoll. D'ailleurs, c'est Deutsche Qualität, et on dit que celle de Merck est la plus pure. Le Pérou exporte quasiment toute sa production de cocaïne brute à l'Allemagne. Le monde s'arrache la drogue allemande, et beaucoup d'étrangers viennent à Berlin pour profiter de cette capitale du vice. Comme quoi les choses sont cycliques. La ville est réputée pour ses fumeries d'opium, soirées à la cocaïne et morphinomanes issus tant de la bohème artistique que des rangs d'anciens combattants traumatisés ou simplement des hautes sphères en quête de frissons. Cet hédonisme de la République de Weimar suscite alors de vives réactions. À gauche comme à droite, on fustige la décadence des années folles berlinoises. Communistes et nationaux-socialistes dénoncent l'empoisonnement de la nation par ces drogues de luxe. C'est donc dans ce contexte ambivalent, d'un côté une industrie pharmaceutique florissante, et de l'autre une aspiration à la réhabilitation morale de la nation, qu'Hitler accède au pouvoir en 1933 et que va naître un énorme paradoxe quant à l'utilisation de la drogue chez les nazis. Dès leur accession au pouvoir en 1933, les nazis entreprennent de purger l'Allemagne de son vice toxicomaniaque. En novembre, un décret autorise l'internement des toxicomanes dans des centres fermés pour une durée pouvant aller jusqu'à 2 ans, et sur simple décision judiciaire, cette détention peut être prolongée indéfiniment. Les consommateurs de drogue sont fichés par la police sur la base des registres des pharmacies délivrant des ordonnances d'opiacés ou de cocaïne, et la délation est encouragée pour identifier les déviants. Toute personne surprise à consommer de la drogue risque une désintoxication forcée. Enfin, du moins, si elle est jugée racialement pure. Sinon, c'est bien pire que ça. Parce que oui, cette rhétorique anti-drogue s'appuie sur un imaginaire racial délirant. Après, faut le rappeler quand même, on parle de nazis.
Le traitement réservé aux personnes dépendantes dépend donc de leur valeur raciale aux yeux du régime. Les Aryens toxicomanes repérés se voient donc offrir une désintoxication forcée, donc des cures d'abstinence imposées en institution, dans l'espoir de les réhabiliter à la société. En revanche, les non-Aryens ou individus jugés inférieurs pris en flagrant délit de consommation de drogue sont enfermés pour une durée illimitée sans perspective de sortie. En 1935, les lois eugénistes du Reich interdisent le mariage aux personnes souffrant de troubles mentaux ou d'addiction, considérées comme incurables et héréditaires. Pire, la stérilisation forcée de ces individus est ordonnée. Les nazis estiment que la toxicomanie est héréditaire et qu'il faut en empêcher la transmission aux générations futures. La drogue, clame-t-on alors, est un poison introduit par des éléments étrangers à la nation. L'idéologie antisémite du NSDAP va jusqu'à présenter le juif comme un dealer né, un thème illustré dans un livre pour enfants, Der Giftpilz, le champignon vénéneux, où l'on enseigne aux petits Aryens que le juif est souvent toxicomane et veut empoisonner la race allemande. Dans l'esprit nazi, combattre la drogue fait partie intégrante de la lutte pour la pureté raciale. Et parallèlement, le régime orchestre une vaste propagande hygiéniste exaltant la pureté du corps aryen. Hitler se pose en modèle vivant d'abstinence. Il ne boit pas, ne fume pas, mange végétarien et prétend n'avoir aucune vie sexuelle dissolue. Sous le Troisième Reich est d'ailleurs lancée la première grande campagne anti-tabac de l'histoire contemporaine. Fort de ses convictions, le pouvoir nazi s'acharne à purifier la société allemande de ses consommateurs d'opium, de morphine ou de cocaïne. Ironie de l'histoire, c'est au cœur même de ce régime anti-drogue qu'une nouvelle substance de synthèse va connaître un essor fulgurant avec la bénédiction tacite des autorités. À la fin des années 30, l'industrie pharmaceutique du Reich redouble d'innovation pour accompagner la remise en forme et la performance du peuple allemand. En 1937, les laboratoires Temmler, en banlieue de Berlin, cherchent donc à créer une pilule du bonheur destinée aux civils pour améliorer leur productivité. Et après 10 ans de recherche, ils mettent au point une méthylamphétamine capable de rivaliser avec la benzédrine américaine. Le composé est breveté sous le nom de pervitine, et sa puissance stimulante dépasse tout ce qu'on connaissait alors. Cette amphétamine provoque une intense excitation du système nerveux central. Elle supprime la sensation de fatigue, atténue la faim, l'anxiété et le stress, tout en insufflant à l'usager un sentiment de confiance euphorique. À l'époque, pas besoin d'attendre plusieurs années et de passer des contrôles démentiels pour mettre un médicament sur le marché. Si effets secondaires il y a, on les découvrira sur le tas. Alors dès 1938, l'année suivante, la pervitine est produite en série et présentée comme un remède miracle universel, donc pour tous les mots. Pour faire la promotion de leur Wunderpille, Temmler s'inspire des énormes campagnes promotionnelles de Coca-Cola, qui contenaient, jusqu'en 1930 on le rappelle, des petites doses de cocaïne. Ils en envoient des échantillons gratuits aux médecins de tout le pays et placardent partout dans les rues des affiches publicitaires vantant les mérites de cette pilule anti-fatigue. Les publicités promettent monts et merveilles. La pervitine donne confiance en soi et tonus, améliore la concentration, dissipe la somnolence et stimule même la libido. En quelques mois, la consommation de pervitine se répand comme une traînée de poudre dans toutes les couches de la société allemande. Étudiants en examen, secrétaires surmenés, ouvriers d'usine en heures supplémentaires, mères de famille épuisées, tous peuvent se procurer ce dopant légal pour tenir le coup. Plus de 835 000 tablettes sont produites rien qu'au cours de sa première année sur le marché. Et le pire, c'est qu'au début, le produit semble remplir ses promesses. Il efface la fatigue, donne un sentiment d'euphorie et augmente l'entrain au travail. De 1938 à 1940, plusieurs facultés de médecine allemande étudient les effets de cette nouvelle amphétamine et publient des résultats enthousiastes. On dit que, même à des doses élevées, il n'y a pas d'effet néfaste apparent. Un professeur, Otto Friedrich Ranke, directeur de l'Institut de physiologie de la défense à l'Académie de médecine militaire, organise en secret des tests comparatifs. Il administre de la pervitine à des volontaires, des étudiants en médecine ou des jeunes soldats, et mesure les effets sur leur résistance au manque de sommeil et les performances cognitives face à un groupe témoin sous simple caféine. Et les résultats le séduisent. Les sujets sous pervitine restent éveillés plus de 36 heures d'affilée sans défaillir, parvenant même à résoudre des problèmes mathématiques après une nuit blanche. Ranke lui-même devient un consommateur régulier et constate qu'il peut travailler 50 heures d'affilée sous amphétamine sans ressentir de fatigue. Il dit même que ça booste son humeur et sa concentration. À cet instant donc, l'adoption massive de l'amphétamine par la population n'est pas encore perçue comme un problème moral. Au contraire, nombre de médecins y voient un outil au service de la société productiviste voulue par le régime. Mais Ranke sait qu'on peut aller plus loin, que la pervitine pourrait transformer des hommes ordinaires en combattants infatigables. Et en effet, ce qui n'était au départ qu'un simple complément énergétique, on s'entend, pour étudiants, ménagères et médecins, allait bientôt devenir une arme de guerre. Parce qu'en septembre 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, la Wehrmacht va découvrir, à sa manière, le pouvoir militaire de la chimie. Et cette découverte va changer le cours de la guerre. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la tension est à son paroxysme en Europe.
La France déclare que si l'Allemagne attaque la Pologne, elle l'attaquera à son tour. Et c'est dans ce contexte ultra tendu que tombent les nouveaux résultats des tests militaires de la pervitine. Et ils sont complètement hallucinants. 4 pilules valent autant qu'un sac de café. Otto Ranke veut alors aller plus loin que des tests théoriques ou des tests en laboratoire. Il est convaincu des bienfaits délirants de cette pilule magique et veut désormais la tester en conditions réelles, sur le terrain. Alors quand l'Allemagne débute son invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, il en fait distribuer à certaines unités et leur demande de tenir des rapports. En moins d'un mois, l'armée allemande marche sur Varsovie. En 100 heures, l'armée couvre plus de terrain qu'en 4 ans de guerre 20 ans plus tôt. Le monde est surpris par le rouleau compresseur allemand, par la vitesse incroyable à laquelle les troupes se sont déployées et avancées. Le Time, du 25 septembre, parle de cette nouvelle stratégie militaire appelée Blitzkrieg, la guerre éclair. On lit, même sans opposition, les armées n'avaient jamais avancé aussi vite. Il détaille le mode de fonctionnement de cette guerre éclair, mais ne mentionne pas un point précis. Un certain nombre d'aviateurs de la Luftwaffe, de pilotes de tanks, de soldats de première ligne et de commandants sont sous pervitine. Et l'état-major constate, grâce au rapport et grâce aux avancées fulgurantes, l'impact de cette drogue sur le déroulé de l'offensive, car elle est une réponse directe à un souci que rencontrent normalement toutes les armées. Le soldat doit dormir. Eh bien, grâce à cette pilule, ce n'est plus le cas, et ça va même plus loin que ça. Cette drogue donne aux troupes une endurance inouïe, une concentration accrue et même une hausse de la combativité, en levant les inhibitions et la peur. Alors, forte des enseignements de la Pologne, la Wehrmacht décide d'intégrer officiellement la pervitine dans sa préparation de la grande offensive à l'ouest. Le 16 avril 1940, juste avant l'invasion de la France à travers les Ardennes, le haut commandement diffuse à tous les médecins militaires la fameuse directive des stimulants, un document confidentiel recommandant l'usage encadré de la méthamphétamine pour vaincre le premier ennemi du soldat, le besoin de sommeil. La posologie préconisée est d'un comprimé le matin, de la nuit pour maintenir l'éveil, puis encore un ou deux en cas de nécessité après quelques heures. Mais pour en distribuer en quantité industrielle, il faut avoir recours aux industriels. Les usines sont donc mises à contribution pour fournir la pilule du courage en quantité colossale. 35 millions de comprimés de pervitine et d'isophane, une variante produite par le laboratoire Knoll, sont commandés en urgence et distribués aux unités avant et pendant la campagne de France. Le 10 mai 1940, l'offensive éclate à l'ouest. Les soldats allemands avancent jour et nuit sans repos, prenant de court les Alliés. En à peine 11 jours, les Panzers franchissent les 240 km de terrain accidenté des Ardennes, jugés jusque-là infranchissables en contournant la ligne Maginot. Les divisions blindées foncent vers la Meuse et percent les défenses françaises à Sedan. Ordre est donné de ne pas dormir. Dopés à la pervitine, les conducteurs de chars et d'artillerie conduisent sans s'arrêter de jour comme de nuit. Les Alliés, totalement débordés, n'ont pas le temps de se réorganiser. En 5 jours, l'armée franco-britannique est en déroute et la route de Paris est ouverte. Cette fulgurance sème la consternation. Dans la presse étrangère, on s'interroge sur ces troupes allemandes apparemment surhumaines. Winston Churchill lui-même s'étonne de la vitesse surhumaine de l'attaque, évoquant dans ses mémoires que c'était une des plus grandes surprises de sa vie. Des vétérans confirmeront après-guerre que le stimulant était omniprésent dans les rangs. Mais évidemment, tout ceci était bien trop beau pour être vrai. Et très vite, l'utilisation massive de la pervitine dans la société civile et militaire allemande allait montrer ses premiers effets secondaires. La pervitine a galvanisé la Blitzkrieg, mais ses dangers ne tardent pas à se manifester. En même temps, même si ça a l'air d'être une pilule magique, on parle quand même d'amphétamine. Dès la campagne de France de 1940, des médecins militaires signalent des cas inquiétants. Un officier qui prenait 4 pilules par jour souffre de violentes douleurs cardiaques. Un commandant de division blindée fait un infarctus 1 heure après une prise, et plusieurs autres victimes de crise cardiaque ou de collapsus sont rapportées. Pour ne pas inquiéter les soldats, on fait passer ces décès sous d'autres causes. On n'incrimine pas la pervitine. Mais d'autres comportements aberrants apparaissent aussi. En état de surdose, certains soldats connaissent des épisodes de psychose hallucinatoire, deviennent agités, agressifs ou s'effondrent tout simplement dans un sommeil impossible à interrompre. Pourtant, dès 1939, donc avant même l'invasion de la France, le Reichsgesundheitsführer, le chef de la santé du Reich, Leonardo Conti, tirait la sonnette d'alarme. Il dénonçait déjà la pilule miracle comme un poison insidieux et redoutait qu'une nation entière ne devienne accro à la méthamphétamine. Mais son avertissement n'a pas été pris au sérieux. L'armée, grisée par ses victoires, n'était pas prête à renoncer à sa Wunderpille. Au printemps 1940, Conti tente d'encadrer la distribution en imposant la vente sur ordonnance uniquement. Mais ces nouvelles directives sont largement ignorées dans les rangs. Certains soldats n'hésitent pas à demander des ordonnances à des médecins indulgents pour se faire expédier de la pervitine depuis l'arrière, ou à demander directement à leur famille de leur envoyer des pilules récupérées sur le marché noir. Par ailleurs, les militaires peuvent toujours se fournir en France, où la pilule est encore disponible en pharmacie. À Paris d'ailleurs, elle sert de monnaie d'échange dans des bordels. Les soldats payent des prostituées en comprimés de pervitine qui les aident à rester éveillés toute la nuit. Dans les rangs cependant, les stocks de l'armée s'épuisent vite.
La pervitine est devenue pour le soldat un rituel, un compagnon de combat, sinon un refuge. Alors la consommation est élevée. L'addiction aussi. Après l'euphorie de la bataille, beaucoup continuent à en prendre pour décompresser, oublier la peur ou combattre l'ennui. Mais plus le temps passe, plus les médecins observent d'effets secondaires alarmants chez les consommateurs réguliers. Si à court terme, la méthamphétamine supprime la faim, la soif et la fatigue sans effet apparent, à plus long terme, le tableau clinique se dégrade. On relève des cas de transpiration excessive, de vertige, perte de concentration, agressivité, hallucination, dépression et une incapacité croissante à accomplir des tâches simples. De plus, la tolérance s'installe, il faut augmenter les doses pour ressentir l'effet, épuisant d'autant plus l'organisme. Les descriptions physiques des usagers chroniques font froid dans le dos. Teint cireux, cernes marquées, regard vide, amaigrissement prononcé et dents abîmées. Tel un zombie, le soldat dopé en permanence voit son corps se consumer à petit feu. Mais malgré les alertes, malgré les interdictions prônées par Conti, malgré ses effets secondaires désastreux, la distribution continue, tant sur le front ouest qu'à l'est, pour soutenir l'effort de guerre. En somme, la drogue miracle est devenue un mal nécessaire dont l'armée allemande ne peut plus tout à fait se passer. Et nous ne sommes encore qu'à la moitié de la guerre. Que ce soit dans les plus bas niveaux de la hiérarchie de commandement ou au sommet de l'Empire, les ravages de la drogue ne font que commencer. Le 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion titanesque de l'Union soviétique. 4 millions de soldats de l'Axe pénètrent en URSS sur un front de 2000 km. Chaque corps d'armée apporte dans ses bagages d'importants stocks de stimulants et la consommation de pervitine s'accroît de nouveau au début de la campagne de Russie. Il s'agit d'empêcher toute pause dans l'avancée, même sur des distances démesurées. Des récits témoignent que certaines colonnes blindées progressent sur des centaines de kilomètres en 48 heures sans repos. Au début, les résultats semblent encourageants. Malgré la résistance acharnée de l'armée rouge, les Allemands avancent profondément, jusqu'aux portes de Moscou à l'automne 1941. Mais les limites du dopage apparaissent crûment face aux conditions extrêmes du front de l'Est. L'hiver russe, en particulier, s'abat sur des soldats déjà exténués par des mois de combat. La pervitine, qui masque la fatigue et la faim, pousse les hommes au-delà de leur force naturelle. Mais cet effet temporaire, c'est payé cher. En conjuguant froid extrême et amphétamine, les soldats perdent toute perception du danger et ignorent les signaux d'alerte vitaux. Beaucoup se sont endormis définitivement dans la neige, morts gelés sans même se réveiller, tant leur instinct de survie était aboli par l'épuisement et par la drogue. Sur le front russe, nombre d'unités dopées se retrouvent ainsi vidées physiquement après quelques jours, incapables de soutenir un effort prolongé dans des conditions aussi hostiles. Et les revers militaires ne font qu'aggraver les excès. Après l'échec devant Moscou fin 1941, puis le désastre de Stalingrad début 1943, l'armée allemande recule sur tous les fronts. Les troupes, épuisées, tentent désespérément de maintenir la ligne, souvent à l'aide de stimulants distribués en dernier ressort. Ainsi, lors de la bataille de Koursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire, la pervitine est encore fournie aux équipages avant l'assaut, sans pouvoir empêcher la défaite finale. À ce stade, il est évident que la drogue ne suffit plus à compenser la supériorité matérielle et humaine des Alliés. La Wehrmacht de 1944 est en manque d'hommes, de carburant, et même la pilule du combattant ne peut inverser l'issue du conflit. D'ailleurs, la médecine allemande commence officiellement à publier des études reconnaissant les dangers des amphétamines, mais ces résultats restent classés secret militaire pour ne pas saper le moral des troupes. Alors, acculés par l'avancée alliée, les dirigeants nazis cherchent en 1944 de nouveaux moyens de reprendre l'avantage, y compris par la chimie. Et c'est dans ce contexte de débâcle imminente qu'est lancé un projet top secret visant à mettre au point une drogue de dernier recours encore plus puissante que la pervitine. L'amiral Helmut Hay, chargé des commandos spéciaux, s'associe au pharmacologue Dr Orzechowski pour développer un stimulant capable de tenir un soldat éveillé 4 jours et 4 nuits d'affilée. Les laboratoires militaires concoctent alors une nouvelle pilule expérimentale, nommée code D9. C'est un cocktail détonnant de cocaïne, de méthamphétamine et d'un dérivé morphinique antidouleur, l'oxycodone. Les premiers tests, débutés à l'été 1944, se déroulent sur un panel de volontaires. Mais ils ne sont pas assez. Alors le régime nazi décide d'utiliser des détenus de camps de concentration comme cobayes pour affiner la formule D9. De septembre à novembre 1944, au camp de Sachsenhausen, près de Berlin, des prisonniers d'un commando disciplinaire sont soumis à des expériences de dopage intensif. On les choisit, eux, pour leurs bonnes conditions physiques relatives, et on les force à marcher en rond sur une piste chargée d'un sac de 20 kg jusqu'à épuisement. On leur administre régulièrement des pilules D9 ou des chewing-gums imbibés du mélange, puis on mesure leur endurance. D'après un rapport saisi après-guerre, les résultats sidèrent les médecins nazis. Certains détenus parviennent à marcher près de 90 km d'une traite avant de s'effondrer. Les docteurs notent avec enthousiasme que D9 redéfinit les limites de l'endurance humaine. Alors,
Il prévoit de distribuer ces nouvelles pilules aux troupes, notamment aux jeunes recrues des sous-marins de poche et des unités suicidaires chargées de défendre le Reich en 1945. Environ 5000 doses de D9 auraient été produites et stockées pour cet usage. Heureusement, la capitulation de l'Allemagne en mai 1945 intervient avant la généralisation de cette drogue miracle. Les plans Day et Orzechowski pour créer des bataillons entiers de soldats insensibles à la fatigue ne verront jamais le jour. Néanmoins, ces derniers sursauts illustrent la fuite en avant d'un régime prêt à tout. Au seuil de sa chute, le Troisième Reich envisageait de transformer chimiquement ces jeunes soldats en kamikazes. Ironie du sort, Hitler lui-même, qui avait toujours affiché publiquement un puritanisme sanitaire, sombrait à cette époque dans une dépendance aux drogues encore plus lourde. La généralisation du dopage ne touche en effet pas que les soldats lambda. Les plus hauts dignitaires nazis eux-mêmes succombent aux merveilles de la pharmacie. Le paradoxe veut qu'Adolf Hitler, chantre de la pureté corporelle, ait été l'un des plus dépendants. En public, Hitler se vante d'être végétarien, non-fumeur et de ne même pas boire de vin ou de café. Mais dans l'ombre, à partir de 1936, il va devenir toxicomane à son insu sous l'emprise de son médecin personnel, le docteur Theodor Morell. Morell, un homme rondouillard et peu ragoûtant, mais médecin en vue à Berlin, est présenté à Hitler en 1936 par le photographe Heinrich Hoffmann. Le Führer souffre alors de violentes douleurs gastriques, de flatulences, d'eczéma et de problèmes intestinaux chroniques. Morell parvient à le soulager en lui administrant un nouveau probiotique, et gagne ainsi sa confiance. Hitler le nomme aussitôt médecin attitré du Reich. Très vite, il impose sa méthode. Face aux moindres problèmes de santé du Führer, sa réponse est une piqûre ou une pilule. Son zèle à dégainer la seringue lui vaut d'ailleurs de Hermann Göring le sobriquet moqueur de Reichsspritzenmeister. De 1936 à 1945, en effet, le docteur Morell va administrer à Hitler un véritable cocktail quotidien de drogue. Ses carnets, retrouvés après-guerre, révèlent qu'il lui a fait plus de 800 injections en tout, contenant pas moins de 74 substances différentes. Au début, Morell se contente de piqûres de vitamines et de stimulants légers pour requinquer son patient, qu'il surnomme alors patient A dans ses notes. Mais très vite, face au stress croissant de la guerre et à la santé déclinante du dictateur, notamment après 1941, Morell augmente la puissance de ses remèdes. Il lui administre d'abord des extraits hormonaux d'animaux, puis passe à des dérivés morphiniques de plus en plus forts pour calmer ses douleurs et son anxiété. Au fil du temps, cette routine vire à la dépendance quotidienne. Morell doit rester constamment aux côtés d'Hitler, qui lui interdit même de se rendre à l'enterrement de son frère. Il était inconcevable de se passer de ses traitements pendant 2 jours. Cette proximité hors norme alarme l'entourage d'Hitler, qui considère Morell comme un charlatan à l'hygiène douteuse. Il tente en vain d'ouvrir les yeux du Führer, mais ce dernier répond en disant qu'il a la plus grande confiance en lui, et que c'est le seul à avoir réussi là où les autres ont échoué. Dès lors, il s'interdit qu'on critique son médecin favori. À partir de 1943, Morell introduit auprès de Hitler un opiacé de synthèse appelé Eukodal, du chlorohydrate d'oxycodone, proche de l'héroïne. Bientôt, Hitler réclame sa piqûre d'Eukodal plusieurs fois par jour. Stimulants et amphétamines, dont pervitine, opiacés, analgésiques, hormones, stéroïdes anabolisants et extraits d'animaux, dont testostérone bovine et extraits de prostate de taureau, somnifères, sédatifs dont barbiturique. Morell injecte tout à son patient. Au printemps 1945, le Führer, vieilli avant l'âge, ingurgite 28 pilules par jour en moyenne, sans compter plusieurs injections quotidiennes, souvent de simple glucose, mais parfois de stimulants plus corsés. La guerre tournant au désastre, Hitler s'accroche plus que jamais à ses injections pour tenir face aux mauvaises nouvelles. Et à mesure que le régime nazi vacille, sa santé se détériore spectaculairement. En 1944, les observateurs notent que le Führer n'est plus que l'ombre de lui-même. Teint pâle, dos voûté, réaction colérique imprévisible. En privé, certains proches commencent à s'alarmer du comportement erratique du Führer. Joseph Goebbels note dans son journal des sautes d'humeur et phases de faiblesse inhabituelles. Mais impossible de savoir si c'est le poids du conflit qui accable Hitler ou bien les effets secondaires de ses consommations chimiques. Autrefois maître de ses colères, il se met à invectiver ses généraux pendant des heures dans son bunker, convaincu de trahison partout. Et tout s'empire encore davantage. Au début de 1945, les usines fabriquant l'Eukodal et la pervitine sont bombardées par les Alliés. Les réserves s'épuisent, plongeant Hitler dans un état de manque violent. En février, dans son bunker de Berlin, il apparaît physiquement brisé, le regard vide. Hitler souffre de symptômes de sevrage, prostration, sueur et crise de tremblement incontrôlée. Le 21 avril, il renvoie Morell, déclarant n'avoir plus besoin de soins. 9 jours plus tard, il se suicide, amaigri, tremblant et presque méconnaissable. Après la capitulation, Theodor Morell, capturé par les Américains, est interrogé longuement. Affaibli, l'ex-médecin personnel est inculpé d'aucun crime de guerre, mais ses notes et témoignages offrent aux Alliés un regard stupéfiant sur la toxicomanie du Führer. Toutefois,
Hitler n'était pas le seul dignitaire nazi à recourir aux stupéfiants, loin de là. Hermann Göring, le numéro 2 du régime, était morphinomane depuis 1923. Il gardait toujours celui des fioles pour calmer son manque et dut subir un sevrage brutal en 1945. Joseph Goebbels, insomniaque chronique, avalait régulièrement de la pervitine pour tenir le rythme de la propagande. Quelle hypocrisie quand on y pense, que le régime nazi, si prompt à vanter la pureté raciale et la sobriété de la nation allemande, fut en réalité miné par une véritable culture du dopage. Maintenant, attention. Au terme de cette enquête, une chose est claire. Le Troisième Reich a fait de la drogue un multiplicateur de puissance, autant dans les ménages que sur les fronts, en passant par les bureaux du parti. Les faits et les chiffres énoncés sont vrais. Je vous mettrai d'ailleurs un document avec toutes les sources en description de cette vidéo ou de ce podcast en fonction de où vous l'écoutez. Mais il faut faire très attention à l'interprétation qu'on fait de ces chiffres. Norman Ohler, dont je parlais au début, a connu un succès médiatique retentissant. Il a été salué notamment par Jan Kershaw, biographe reconnu de Hitler, pour avoir mis en lumière un nouvel angle d'analyse pour comprendre le Troisième Reich. Mais pour beaucoup, il pousse le bouchon un peu trop loin dans son analyse. Il parle de communauté du peuple sous amphétamine et dit que sans la pervitine, la Blitzkrieg n'aurait peut-être pas triomphé en 1940, ni tenu en 1941. Certains jugent donc qu'il surinterprète les drogues comme facteur décisif. Richard Evans, par exemple, spécialiste du Troisième Reich, concède que 35 millions de pilules ont bien été distribuées en 1940, mais rappelle que cela ne fait en moyenne que 15 comprimés par soldat engagé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'écueil d'analyser cette période à travers un filtre monocausal. La Blitzkrieg n'a pas réussi uniquement grâce à la drogue, ce serait oublier de nombreux autres facteurs décisifs. Evans dit aussi le plus important à mon sens. Il serait dangereux de penser qu'Hitler avait ses idées parce qu'il était drogué, et que le peuple l'a suivi en masse parce qu'ils étaient tous des zombies sous amphétamine. Non, les idées antisémites, fascistes et racistes d'Hitler sont nées bien avant qu'il soit sous influence d'une quelconque drogue, et expliquer l'adhésion des Allemands à ces idées par la drogue risque de minimiser la part de conviction idéologique et de choix conscients. Surtout, ça nous empêche de nous remettre en question nous. Sous-entendu, ils étaient drogués, donc ils n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes, donc moi ça peut pas m'arriver. Il faut ensuite replacer l'Allemagne nazie dans son contexte historique. Ils étaient loin d'être les seuls à l'époque à chercher à améliorer chimiquement les performances de leurs soldats, et pas les seuls non plus à le faire. Le Japon dopait massivement ses soldats au fil au pont, une méthamphétamine aussi. Les Britanniques et les Américains distribuaient aux équipages des bombardiers du benzédrine, une amphétamine. Le dopage militaire n'est donc pas une singularité nazie, même si la précocité, la banalisation et surtout l'ampleur de la pervitine au Reich sont, elles, remarquables. Et si la drogue n'a pas créé le nazisme, il faut quand même reconnaître qu'elle l'a bien huilé et qu'elle a servi de catalyseur à sa folie meurtrière. Elle a aidé des unités à aller plus vite, plus longtemps, et elle a offert à des dirigeants épuisés l'illusion fugace d'une lucidité intacte. Mais tout ce qui monte finit par redescendre. Et bien sûr, la drogue n'y fait pas exception. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était déjà la 6e édition, je suis trop content de faire cette aventure avec vous, j'y prends énormément de plaisir et je tends évidemment à le développer encore davantage. Alors partagez-moi vos retours et puis bombardez de likes pour qu'on puisse aller plus loin ensemble. Et puis pour ceux qui veulent soutenir le projet et rejoindre le feed privé où on se partage davantage de sources et d'idées, vous pouvez rejoindre le club sur le Buy Me a Coffee en bio. Chaque soutien compte et ça m'aide vraiment à rester indépendant. Merci, c'était Simon et on se voit bientôt.